Weeks had gone by, then a month, before Ratner finally got the envelope he had been waiting for. Delgado had been re-elected to everyone's surprise by a small 12,000 vote margin. Rust had called foul play and wanted the votes recounted. He was now waiting for a city court decision to know whether his complaint had been accepted. Delgado's desperate populist strategy had apparently worked. Now, everybody was waiting for the changes, him included. It would be nice to have more personnel and fewer overworked hours. The Blue Mist investigation, as the media called it, was going its course, sending waves of panic around S&J and the Rust family. Opening the thin envelope on his dining table, Ratner felt once again his fingers tremble slightly as they took hold of Valentino's notebook. As Valentino had no family, he had asked Milbourne if she could do him a last favor and send him the notebook when all the paperwork was done. It had taken more than a month, but here it was finally. Sitting next to his chair, Ramses, the kitten, was watching him with his strange blue eyes, and Ratner gently patted the curious beastling on the head. He opened the notebook and began to read some of the poems, while Valentino's ghost sat on the other side of the table, all mysteriously silent and transparent. Comme je suis un peu facétieux, je commence par répondre à la dernière question, à la question 3, question bonus. Et je la rappelle, le roman de Seb Dubinski est structuré au moyen des cartes d'un jeu de tarot. Comment traduiriez-vous la légende de la carte de tarot donnée en page 1 du document? Quel est le problème de traduction principal qui se pose? Et je vous remontre cette page, il s'agit de chapitre 21, et donc il y a une carte de tarot qui est représentée, et une légende que je lis. The world, enjoying the nice weather, looking at yourself in the mirror and thinking you're not looking so bad after all, thinking about starting a zoo, writing a novel with both hands, knowing that the outcome is near and that it will always be different than what you expect, having a new neighbor that likes to walk around naked, thinking of traveling by yourself. Alors, la question sur le problème de traduction principale qui se pose, elle appelait une réflexion sur les formes en VING, ou les gérondifs ici, à forme plutôt verbale. Ici, ils ont une valeur plutôt verbale, enjoying, looking, thinking, writing, et le fait qu'il s'agit d'une structure anaphorique. Toutes les phrases de cette légende de carte de tarot commencent toutes par une forme en VING. Et bien entendu, cette forme en VING ne peut pas être calquée en français. Il faudrait a priori penser plutôt à un infinitif. Donc la question de la recatégorisation ou de la transposition, dans un rappel de notions vues au premier semestre, c'était un peu aussi l'objet de cette question bonus. Ça fait écho bien sûr aux problématiques qui se posent en version, la question de cette recatégorisation des formes en VING en infinitif. Ici, cela étant posé, et je vous avoue tout uniment que je n'ai pas traduit ce texte-là ou cette partie du texte-là, je n'ai pas à vous proposer une version finalisée totale de ce texte, mais il va y avoir quand même un certain nombre de problèmes, et notamment quand il y a un redoublement des formes en VING. Pour writing a novel with both hands, il n'y aura pas de problème. Écrire un roman en se servant de ses deux mains, si on reste relativement près dans une première version brute, pas de problème. Having a new neighbor that likes to walk around naked, pas de problème non plus. Avoir un voisin, avoir un nouveau voisin, avec toujours cette ambiguïté, est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, avoir un nouveau voisin, avoir une nouvelle voisine, qui aime se promener, alors moi je serais tenté de dire se promener à poil, parce que c'est vrai que se promener nu, c'est un petit peu, ça tombe de manière un peu abrupte, bon, peu importe, c'est pas le sujet. En tout cas, ici, pas de problème avec l'infinitif. En revanche, thinking of traveling by yourself, envisager de voyager seul, ou de voyager sans être accompagné, c'est peut-être un petit peu plus gênant d'avoir ce redoublement de l'infinitif. Encore que là, ça ne soit pas si problématique que ça finalement. Donc voilà, la question bonus, elle vous encourageait à réfléchir à cette question de la recatégorisation ou transposition des formes en VING en infinitif. Le premier segment souligné était Weeks had gone by. Et j'ai été un tout petit peu joueur, un petit peu facétieux, parce qu'on ne pouvait pas réellement réfléchir à la question de la traduction de ce segment-là, comme toujours bien sûr, sans regarder l'ensemble de la phrase et donc du cotexte droit, mais plus précisément le cotexte droit immédiat, le then a month. On ne peut pas penser à traduire Weeks had gone by tout seul, choisir
une solution sans ensuite évidemment reprendre en compte le then a month. Donc ici, c'est surtout cela qui ici impliquait une modulation. Pourquoi? Parce que weeks had gone by peut tout à fait se calquer ou se quasi-calquer en des semaines s'étaient écoulées. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Encore qu'entre go by et écoulé, il y a un changement d'image, donc on rentre dans le cadre d'une modulation métaphorique. Toutefois, si on traduit weeks had gone by, des semaines s'étaient écoulées, on ne peut plus traduire then a month, des semaines s'étaient écoulées, et puis un mois, non, ça ne convient pas. Stylistiquement, ça ne fonctionnera pas, c'est on va dire correct linguistiquement, mais très maladroit. Donc on préférera une solution qui associe weeks et then a month de manière plus ciblée. Par exemple, weeks had gone by then a month, il s'était écoulé plusieurs semaines, et puis un mois, avant que Ratner, etc., etc. Et dans ce cas-là, bien sûr, ce que l'on fait en français, c'est qu'on a une structure présentative impersonnelle avec « il s'était écoulé », weeks et month, qui sont sujets de la phrase dans le texte source, en anglais, ne sont plus sujets grammaticaux de la phrase française. Il s'était écoulé plusieurs semaines, et puis un mois, etc., etc. Donc on a ici évidemment un renversement du point de vue. Rust had called foul play. Il s'agit ici du deuxième segment auquel il fallait réfléchir et toujours dans la question des modulations ou dans le cadre de notre réflexion générale au cours du semestre sur les modulations. Alors, il y a bien sûr cette expression figée, call foul play, qui a priori doit donner lieu à des équivalences, à des modulations lexicalisées. Il est vrai qu'il n'y a pas de traduction calquée spécifique de foul play, et notamment aucune avec jeu. On ne va pas dire, il y a l'expression jeu déloyal, mais jeu déloyal, c'est vraiment réservé tout d'abord à des contenus très récents, et puis vraiment au domaine sportif. Jeu déloyal, c'est d'ailleurs souvent une traduction de l'expression anglaise dans tous les sports où l'anglais est la langue par défaut ou la langue officielle des organisations internationales. Donc ici, jeu déloyal ne conviendrait pas, il ne conviendrait pas non plus parce qu'il s'agit d'un contexte politique, comme on le voit, Delgado had been re-elected. Vous n'avez pas le contexte global du roman, mais il s'agit en fait d'une élection présidentielle. Le roman se situe dans une sorte d'univers parallèle. Je ne vais pas vous expliquer la totalité de l'univers fictionnel de Seb Dubinsky, et je vous invite quand même à aller le découvrir. Mais ça se passe dans une sorte de monde parallèle dans lequel ici ce sont une forme d'États-Unis parallèle en quelque sorte, et donc c'est une élection présidentielle un peu comme celle que l'on peut connaître aux États-Unis, et donc évidemment ici jeu déloyal dans le cas d'une victoire aux élections présidentielles, ça ne fonctionne pas du tout. Donc Rust had called foul play, une traduction qui pourrait venir c'est Rust s'était plaint qu'il y avait eu de la fraude, ou qu'il y avait eu des fraudes, avait crié à la fraude, peut-être avait protesté contre des fraudes. Voilà, ces différentes possibilités ici s'ouvrent à nous dans ce contexte politique. Ce que l'on voit bien sûr, c'est que l'expression call foul play donne lieu à des équivalences. Dans le cas d'enfants qui seraient en train de jouer à un jeu, foul play pourrait se traduire par exemple par de la triche. Bon là évidemment ça infantiliserait un petit peu trop le personnage, mais Rust s'était plaint qu'il y avait eu de la triche, non ça n'irait pas. Donc Rust s'était plaint contre des fraudes ou avait signalé qu'il y avait eu des fraudes, ou alors si on le prend dans un sens un peu plus général, manipulation, on pourrait le traduire par manipulation. Et l'on voit que selon que l'on se dirigera vers une traduction lexicale au moyen de foul play ou plutôt au moyen de manipulation, on mettra en œuvre ou pas une modulation syntaxique du pluriel pour le singulier. Si je garde ma première idée, Rust had called foul play, Rust s'était plaint de fraude au pluriel, on se rend compte que foul play, qui est un singulier à valeur générique, indénombrable, donne lieu ici à un pluriel. Troisième segment, he wanted the votes recounted. Là, normalement, ça doit commencer à faire l'objet d'un automatisme de traduction. À votre niveau, il voulait qu'on recompte les votes, et peut-être même d'ailleurs éviter le calque, qu'on recompte les bulletins. L'automatisme porte sur la modulation ici de l'actif
pour le passif. Wanted the votes recounted. Recounted a ici une valeur passive. En français, on préférera une tournure impersonnelle avec un verbe à la voix active. Il voulait qu'on recompte les bulletins. Et petite remarque du coup aussi lexicale sur la traduction de votes par bulletin, il s'agit d'une modulation métonymique, puisqu'en français, on va utiliser un mot qui désigne l'objet, alors qu'en anglais, on utilise une abstraction. Et donc, on peut aussi considérer que c'est une modulation qui permet d'utiliser bulletin, qui est un terme plus concret. Le segment suivant, was going its course, sending waves of panic, et je reprends l'ensemble de la phrase parce qu'on ne peut pas réfléchir à ces éléments soulignés sans regarder l'ensemble de la phrase. The Blue Mist investigation, as the media called it, was going its course, sending waves of panic around SNG and the Rust family. Donc on se trouve bien avec un sujet qui est un sujet abstrait, qui n'est pas une personne, comme on dit en grammaire anglaise, it's a non-person. The Blue Mist investigation was going its course. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas traduire de la même manière go one's course, selon que le sujet soit animé, soit éventuellement un moyen de locomotion, the ship was going its course, ou comme ici, une pure abstraction. Bon, il se trouve en l'occurrence que le problème n'est pas tout à fait aussi central qu'il pouvait y paraître à première vue, il faut toujours faire attention à ça, mais ici en fait, pour ce qui est d'une enquête, on peut tout à fait métaphoriser de la même manière qu'en anglais. The investigation was going its course, l'enquête suivait son cours. Mais vous voyez que par exemple, si vous aviez l'intention de traduire par poursuivez sa route ou suivez son chemin, ça n'est pas possible avec une enquête. On se trouve donc là face à une équivalence ou modulation lexicalisée. L'expression équivalente en français, c'est suivre son cours, et ça ne sera pas ici suivre son chemin ou suivre sa route. Donc l'enquête suivait son cours. Sending waves of panic, c'était cet élément-là qui était le plus intéressant, parce que vous vous rendez bien compte, ou vous vous êtes bien rendu compte qu'on ne pouvait pas calquer. Envoyer des vagues de panique, ou des ondes de panique n'est pas possible, et donc il fallait trouver une équivalence, là encore, en semant la zizanie, en semant le désordre, en semant le chaos, par exemple, et en n'oubliant pas, bien sûr, d'étoffer avec la préposition, de manière à ce que le participe présent devienne ici un gérondif en français. Donc ici, waves of panic, on se dirigera plutôt vers une équivalence du type le désordre, la zizanie, le chaos, et donc du coup, bien sûr, on efface l'image des vagues, waves of panic. Alors, si vous avez des propositions à faire en termes de métaphores, de comparaison, si vous avez vous-même pensé à des métaphores qui traduisent mieux ce waves of panic, je suis tout à fait ouvert aux propositions. Do him a last favor, et là encore, ce segment souligné ne peut pas être traduit indépendamment de la phrase dans laquelle il se trouve. He had asked Milbourne if she could do him a last favor. Il avait demandé à Milbourne si elle pouvait, et donc do him a last favor, là aussi ça devrait relever de l'automatisme, si elle pouvait lui rendre un dernier service. Et donc on se rend compte que entre do him a last favor et lui rendre un dernier service, il y a deux remarques principales. La première, lexicale, favor, service, il s'agit d'une équivalence, on ne peut pas ici traduire par faveur, parce que faire une faveur à quelqu'un, c'est possible, mais faire une dernière faveur, en revanche, n'est pas une colocation acceptable. Et la deuxième, c'est toujours du point de vue du lexique, sur le choix du verbe do, rendre. Pourquoi ? Parce que là encore, colocation, on ne dit pas faire un service, on dit rendre un service. Et on se trouve aussi dans un cas ici d'hypéro-hyponymie. When all the paperwork was done, on se trouve ici face au dernier segment, un segment qui appelle a priori un automatisme. Quand vous voyez ce genre de tournure, paperwork doit appeler la traduction par formalité, que je commenterai plus tard, mais when all the paperwork was done, quand toutes les formalités seraient accomplies ou seraient achevées. Plusieurs remarques ici. Paperwork ne peut pas être calqué, c'est pour cela que l'on appelle une équivalence, mais on ne peut pas se débarrasser de l'analyse de ce segment en se contentant de parler d'équivalence. En effet, paperwork est un nom composé singulier. En français, on a traduit cela par un pluriel. On se trouve donc avec une modulation syntaxique du pluriel, formalité et S, pour le singulier paperwork.
qui, du coup, bien sûr, comme toutes les modulations syntaxiques, a des conséquences au niveau du verbe, toutes les formalités, was done, serait AIENT, accompli IES, bien sûr. Pas nécessaire ici de penser à traduire la voix passive par une voix active, on l'a vu, la traduction que je vous ai proposée au passif fonctionne très bien en français. Peut-être une petite remarque aussi sur paperwork et formalité, peut-être que paperwork est plus concret que formalité qui lui est un terme plus abstrait. On peut aussi remarquer qu'il s'agit d'une métonymie puisque ici on parle de l'opération formalité alors qu'en anglais on parle du matériau qui permet cette opération paper. Voilà, c'était le dernier segment. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. Je vous rappelle qu'il y a du travail en ligne pour vendredi prochain et pour le vendredi suivant.